RCN. Le son de la différence. C'est quoi cette barrière? Privilège accordé par la princesse aux jeunes barons. Qui a fait ça? Je vous ai laissé 2 bêtes magnifiques. Vous vous êtes moqué de moi. J'irai en justice, Seigneur. Tu veux porter ta plainte à la princesse? Si tu veux vraiment que la plainte lui parvienne, laisse-moi y aller. La Bible dit de pardonner à nos ennemis. Je prie Dieu de ne jamais me pardonner, comme nous allons pardonner aux jeunes seigneurs. Tous ces gens que tu entraînes dans la guerre. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Vous entendez donc une partie de la bande-annonce du film Michael Colas de Arnaud Despalières, car on va parler de son acteur principal, Mads Mikkelsen. Alors on dit bien Mads Mikkelsen et non pas Mads Mikkelsen, parce que forcément, en France, on a un peu de mal avec la langue scandinave, mais on va donc revenir en longueur sur la carrière de ce magnifique acteur, et avec moi j'ai Elias. Comment tu vas, Elias? Ça va super, et vous? Nickel, super bien. Et j'ai également Charlotte, fan numéro 1 du Mads Mikkelsen Fan Club France, non? Oui, entre autres, effectivement, mais comment ne pas l'être, hein. Vous aussi, vous êtes dedans, voilà. Donc, C'est un bon acteur, oui. Le gars qui rajoute un peu plus vers le bas. C'est ça. Ouais, plutôt ouais. bon, disons. Non, je rigole. Bon. C'est un très très bon acteur et ça permet de nous revenir un peu plus sur donc la carrière de cet acteur scandinave, donc acteur danois, donc qui fait partie de cette on va dire de cette génération au début des années 90, on va dire surtout dans les années 2000, qui va faire éclore ce nouveau cinéma scandinave, et notamment avec une quantité de réalisateurs comme Nicolas Winding Refn, notamment aussi Lars von Trier et encore d'autres, notamment aussi avec Thomas Jensen aussi, et notamment Thomas Winterberg aussi, donc avec qui il va collaborer à de nombreuses reprises également. Mais c'est vrai que finalement la carrière de Mads, elle est arrivée un petit peu, on va dire, sur le tard. Finalement, parce que son premier film, donc Pusher de Nicolas Winding Refn, c'est seulement à l'âge de 30 ans. Alors qu'est-ce qu'il a fait auparavant? C'est simple, en fait. Mads Mikkelsen était quand même un acteur, était quand même quelqu'un qui était très porté sur le jeu, sur le théâtre, sur le cinéma, mais dès son enfance, en fait, il s'est lancé surtout dans la gymnastique. Oui, à la base, c'était destiné à une carrière de gymnaste voilà. et de danseur professionnel ouais. dans le ballet académique. C'est ça, parce qu'il a ensuite découvert donc la danse à 17 ans, et il est parti étudier donc l'école de ballet à Göteborg, en Suède, pour devenir danseur professionnel à partir de 1983. D'ailleurs, c'est aussi pour cela que on le voit également dans sa vie privée. Il était donc, il est encore d'ailleurs marié à une chorégraphe reconnue dans ce milieu. Et c'est vrai que donc il a poursuivi sa carrière dans le milieu pendant 9 ans avant de s'orienter finalement vers le théâtre, puis le cinéma. Alors c'est vrai que finalement, quand on voit ce parcours, on se dit bon, gymnastique, donc puis danse, puis théâtre. En fait, ça se voit qu'en fait c'est surtout d'abord relié par le corps, en fait. Ouais, et puis le c'est travail assez du corps. voisin, Oui. Enfin, voilà, c'est un sport, mais c'est assez voisin de l'acting et de montrer son corps, de faire quelque chose avec son corps, effectivement. On travaille. Ouais, On travaille du corps. Oui, ça. c'est ça. Bon, on en reparlera avec Drunk, mais il avait un peu bouclé la boucle, retrouvé ça dans Drunk. D'une certaine manière, et cette oui. belle scène de fin. Oui. Oui, parce que finalement, c'est après donc de nombreuses années à sillonner le théâtre du Danemark qu'il commence donc à faire carrière sur grand écran, comme je le disais, donc à l'âge seulement de 30 ans, avec Pusher de Nicolas Winding Refn, donc il va continuer avec ce réalisateur dans Pusher 2 pour reprendre son personnage, mais finalement, au-delà de ça, ça va lancer sa carrière même au niveau national, parce qu'il finalement, il va devenir le visage du paysage audiovisuel, donc danois, avec notamment une série télévisée, Unit One. C'est une comédie policière également lumière dansante qui va l'orienter au cinéma sur les premiers rôles, on va dire ça, et notamment aussi encore une comédie romantique. Donc on voit il commence déjà un peu à toucher un petit peu à tout, et finalement il se fait également remarquer en Europe via plusieurs coprods, notamment donc Dina, notamment Torremolinos 73. Ça montre aussi que sa carrière décolle très très rapidement, en fait. Et c'est vrai que
peut-être aussi par le biais des premières productions hollywoodiennes, sa carrière en plus va non seulement décoller au niveau donc national, mais surtout européen. Ouais, c'est ça, avec Casino Royale notamment, qui va lui faire il va devenir un visage quand même familier. Mais c'est vrai que il aurait pu, enfin, je sais pas, peut-être ne plus faire que ça, mais c'est vrai que c'est un acteur qui continue comme tu dis, de varier et de les supports, en fait, les nationalités. Surtout que c'est bien de parler de Casino Royale, parce que finalement, donc, c'est le film qui va pas seulement le faire devenir iconique, notamment au niveau international, mais c'est seulement 10 ans de carrière, en fait. De Pusher à Casino Royale, c'est seulement 10 ans dans sa filmographie. Il se passe 8 ans entre le premier Pusher et le second. Hein. À peu près, oui. Oui, c'est vraiment 8 ans entre les deux films. Okay. Et d'ailleurs, Refn n'avait pas prévu de faire une suite, mais en fait, c'est parce que son studio était complètement en faillite. Ouais. Okay. Il a tout misé en fait sur Pusher 2 pour pouvoir relancer sa carrière, parce que finalement, on peut le dire très vite comme ça, si Pusher 2 ne marchait pas, sa carrière était totalement finie. Et s'il a réussi, heureusement pour lui, parce qu'il a pu continuer à faire sa carrière de. Et Mikkelsen a failli n'avait même pas besoin en fait de jouer dans Pusher 2 parce qu'il était déjà très célèbre en fait au Danemark, donc il avait même pas besoin de ce rôle-là. Oui. Mais ça l'a vraiment explosé, j'ai envie de dire. Bah, il faut le dire en fait, c'est que donc le premier film, tu l'as vu, Elias? Oui, Pusher. T'as vu les 3 ou? J'ai vu que le premier, malheureusement. T'as vu que le premier. Donc c'est vrai qu'en plus il a pas le rôle principal, hein, il a un rôle secondaire. Dans le premier, oui, il a un second. Où il joue le rôle en fait d'un junkie, d'un dealer aussi, vraiment à la sauvette, où il est assez pitoyable d'ailleurs dans certains aspects. Dealer de zone, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en plus, il se fait donc, on va dire, plus ou moins littéralement massacrer la gueule par le personnage principal. Oui, bah, du coup, on le voit pas si longtemps que ça, en fait, dans le premier film, je crois, peut-être sur une demi-heure. C'est assez court, mais il joue au départ le meilleur ami du héros, donc forcément qu'il laisse son empreinte. Et puis c'est vrai qu'on le rattache quand même, bon, moi, je n'ai pas vu Pusher, mais on le rattache au cinéma de Refn. Tout comme Ryan Gosling, quoi. Enfin, je trouve qu'on a les deux là. Parce que Refn lui a offert des grands rôles, ouais, c'est ça. Comme Valhalla Rising. Ouais, tout à fait. Il s'en est servi comme icône, encore une fois. Un peu. Oui, au début de sa carrière, en fait, il a surtout collaboré donc avec Refn, mais surtout aussi avec Anders Thomas Jensen, qui lui a donc donné le rôle aussi également principal dans Lumière dansante, mais aussi donc dans Les Bouchers Verts, en fait, qui donc l'avait vraiment propulsé, on va dire, au vrai rang d'acteur danois. Et c'est vrai que Pusher 2, en fait, il l'a fait, je crois, quasiment au même moment que Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua, donc qui était sa première vraie, on va dire en gros guillemets, production hollywoodienne, donc qui a montré ses premiers pas donc dans ce milieu, qui a montré aussi cette aisance qu'a Mads Mikkelsen aussi pour interpréter des rôles en langue anglaise, parce que finalement c'est un acteur qui parle 8 langues aussi, donc ça aide forcément et même très facilement dans sa carrière, parce qu'il parle quand même donc également l'allemand, l'espagnol, l'italien, le français, le russe, donc pas tous au même niveau forcément, mais forcément ça aide. Et c'est vrai que donc Casino Royale, c'est, on va dire, le vrai élément déclencheur dans sa carrière. Le deuxième, celui qui va donc le propulser au rang de possible star internationale. Et c'est vrai que donc c'est surtout par son visage atypique et intriguant en fait qu'il a été pris pour le rôle du chiffre. Parce que d'ailleurs c'est très intéressant. Il en parle lui-même dans plusieurs interviews. Pour Casino Royale, en fait, il a absolument pas eu le rôle par le biais d'audition. Il a fait une audition. Il a pas fait de casting. Il a fait une audition. Il devait attendre avec Daniel Craig. Il devait répéter la séquence de torture, donc du film. Et en fait, les producteurs ont mis tellement de temps avec les annonces de casting pour le rôle féminin, donc finalement qui a été remporté par Eva Green, que Mads Mikkelsen et Daniel Craig attendaient derrière. Et finalement donc il y a donc le réalisateur et aussi une partie de l'équipe qui vient le voir, il fait bah écoute désolé on la fera pas mais c'est bon. Il a fait bon bah ok je repars. Il l'a retenu par l'épaule, il a fait non mais c'est bon tu as le rôle. Et Daniel Craig qui était au bout de sa 4e, 5e, 6e clope en attente, qui lui fait mais qu'est-ce que t'as fait pour t'as sucé qui pour prendre le rôle comme ça sans annonce de casting. Moi j'en ai fait 2 pour James Bond. Donc ça se voit à quel point aussi que il avait aussi déjà cette aura en fait nécessaire pour arborer ce genre de visage. Après c'est vrai que Mads Mikkelsen on le voit dans ces films là la plupart du temps, il avait quand même le rôle du bad guy, du méchant, parce que finalement il a aussi cet aspect le vilain européen en fait
fait dans les films hollywoodiens aussi. Et puis j'allais dire la tête de l'emploi. Alors tellement pas parce qu'il a un visage particulier quand même, la bouche, les yeux et tout. Mais effectivement, dans Casino Royale, il commence à être un peu pas tant, perruqué et tout ça. C'est juste des petits cheveux plaqués. Mais il impose sa tête. Après, il y a La Chasse qui aussi va le faire découvrir. Moi, je sais que c'est les deux qui m'ont fait le découvrir. Mais le Casino Royale, pour l'avoir revu récemment au festival, je me suis aperçue combien c'était un film de corps, en fait. Le Daniel Craig, c'était son premier, tout en muscles, ça nous choquait presque. Rien qu'avec l'introduction, en fait. Mais c'est ça. Très violente. Et Mads va bien là-dedans, parce que finalement, c'est quand même tout un film sur le poker. Et des gens qui jouent aux cartes, et t'as Mads qui fait pas grand chose, mais qui fait avec son visage et les larmes de sang, qui coulent. Et je trouvais ça chouette de le revoir comme ça, de ce point de vue-là. Je me dis, en fait, j'aime beaucoup Eva Green aussi, mais les trois, ont un talent fait vraiment. C'est tellement pas qu'un film d'action. Casino Royale, il est assez parfait, je trouve. Et en termes d'acting, on est dans des levels, je trouve, assez fort, quoi. Donc celui-là l'ait révélé, tant mieux que ça l'ait pas dit. C'est le méchant du cinéma, comme les gens aiment bien étiqueter les acteurs. Il est quand même très casté en rôle de méchant dans les films hollywoodiens, en fait. Oui, encore maintenant, tu trouves? Ouais, mais regarde moins dans les films européens, mais les films US, c'est presque systématique. Rogue One, ça change un peu, quoique. C'est une exception. C'est peut-être un bad guy quand même, vu qu'il va à Hollywood, vers la force, à Hollywood, il va donc jouer l'antagoniste dans Doctor Strange. Il va jouer dans Rogue One. Il va jouer aussi également l'antagoniste récemment dans Les Animaux Fantastiques. Chaos Walking aussi. D'accord. Chaos Walking, que personne n'a vu. Oui, voilà. Je crois qu'il est sorti en DVD. Je voulais le voir justement. Il a pas du tout marché ce film. Hein. Et je savais pas qu'il jouait le méchant. Bon, du coup, t'as cet aspect-là qui reste. C'est vrai que pas seulement au Danemark, mais même ailleurs, en France notamment, donc il va avoir des rôles quand même aussi assez différents, notamment donc dans Coco Chanel et Igor Stravinsky, donc de Yann Conan, où il va jouer Stravinsky. On a également donc Michael Colas d'Arnaud Despalières, où il a carrément un rôle principal de cette espèce de justicier en fait de l'époque féodale qui veut se venger donc de son seigneur pour avoir maltraité ses bêtes et finalement avoir perdu sa femme peu de temps après. C'est ça, c'était son premier film en français, on l'a entendu tout à l'heure, ça m'a rappelé oui, c'est ça, sortie. Il y a pas de doublage, oui, c'est vraiment ça, mais il parle très peu dans le film, mais non, super film. Enfin, je veux dire le film est non, justement un peu imparfait, mais assez imparfait. Ouais, assez imparfait, mais il y a des tellement belles choses, des belles images, et je trouve que Mikkelsen, il allait vraiment bien avec ce notamment le plan de fin qui, moi, reste un des plans dont je me souviendrai, qui met justement en valeur ce visage, cet acting assez fou, je trouvais. On le découvre encore dans un nouveau registre, je trouvais. Oui, c'est vrai qu'il a plusieurs registres. D'ailleurs, on en parlera un petit peu dans la deuxième partie donc de cette émission. Mais c'est vrai que pour terminer un peu là-dessus, on le voit donc vraiment voguer un peu partout. Et sa filmographie, donc à partir de 2006, c'est vraiment intéressante parce que il va toujours garder contact avec le cinéma danois. Et d'ailleurs, plutôt de très bonne facture parce que finalement, ses premières collaborations avec Thomas Vinterberg, donc La Chasse, lui a donné donc le prix d'interprétation à Cannes en 2012, ce qui n'est pas rien. Et surtout que le film est extrêmement intéressant. Ouais, parce que. Et c'est un sacré rôle. Voilà, c'est un rôle en plus où il est vraiment tout en nuance parce que finalement il y a cet aspect très on va dire la froideur un peu scandinave aussi dans cette interprétation. Ouais, c'est vrai. Chose que forcément on peut avoir l'habitude de le voir dans ses premiers films mais qu'on ne le voyait pas forcément dans les films. C'est vrai, t'as raison. Français, même européens, même américains. Donc c'est vrai que ça reste très intéressant la manière dont c'est utilisé. Après, c'est vrai que Anders Thomas Jensen est un réalisateur qui lui va toujours teinter ses films un peu d'humour noir, donc comme ça a été le cas avec Les Bouchers Verts, comme ça a été le cas aussi avec Rider of the Justice, qui est sorti récemment. Et Adam Apples aussi. Et Adam Apples aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette nuance auquel c'est un acteur qui parvient très facilement quand même à travailler avec, on va dire, n'importe qui, quoi. Ouais, non, ce que je trouvais intéressant, c'est en fait dans les films de Thomas Jensen, il a un potentiel comique que je trouve presque. On pourrait presque faire un rapprochement avec les films de Farrelly, avec Carré ou d'autres acteurs, et c'est quelque chose qu'on voit pas du tout dans ses autres films, mais c'est complètement dingue dans cet univers-là. Quand on le voit dans le rôle de Björn la Sueur, dans le premier Boucher Vert, il joue un personnage complètement immature et c'est ridicule. Et
Il peut faire ça aussi. Ouais. Oui, et en plus, il est grimé. Alors c'est vrai qu'il il aime bien par moments être grimé, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est vrai que pour le coup, donc pour terminer un peu là-dessus, c'est vrai que la chasse, en fait, je pense que c'est peut-être le rôle qui le représente le plus en fait dans sa manière de jouer et dans sa filmographie en fait, parce que finalement c'est un rôle tellement important, un rôle tellement sérieux, un rôle tellement dur, parce qu'il faut quand même le signaler, c'est que donc c'est un auxiliaire de jardin qui est accusé de pédophilie dans ce film, et ça montre aussi la façon dont en fait un acteur peut facilement terriblement jouer sur le silence, et c'est une chose que je trouve que Mikkelsen parvient aussi parfaitement à le faire. Pour le coup, donc on va faire une petite pause BO quand même, issue du film Casino Royale, You Know My Name de Chris Cornell. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Casino Royale, le film de Martin Campbell, sorti donc en 2006 et qui a donc propulsé Mads Mikkelsen au rang de star international, on peut le dire directement, et donc qui va voir par la suite finalement sa carrière décoller dans les mêmes signes. Alors c'est vrai que c'est un acteur en fait que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'en fait c'est un acteur qui change rapidement de registre dans des rôles variés et même, je dirais, extrêmement exigeants. Alors c'est vrai que le chiffre, on pourrait dire, c'est un simple méchant à la James Bond, mais en fait il a vraiment des tics, des particularités qui montrent à quel point c'est peut-être l'un des antagonistes les plus menaçants en fait qu'a connu James Bond. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est aussi dans ce film, d'ailleurs c'est le seul je crois qui carrément torture James Bond dans l'histoire de cette saga quoi. Bah c'est ça, on a rarement vu ce genre dans une grande franchise comme ça, rarement vu une torture, mais vraiment James Bond est à poil quoi, c'est pas rien, je veux dire. Non mais et puis s'attacher comme ça à des c'est vraiment le corps en lui-même, et puis il manque de faire une crise cardiaque aussi, James Bond à un moment, c'est fomenté par le chiffre quoi. Donc il y a tout ce truc de OK, tout le monde se tue et tout, mais il y a ce truc de corps vraiment un peu sauvage, et le personnage d'Eva Green est là, il lui dit mais t'as vu, tout le monde, c'est pas normal, voilà, qu'il se passe autant de trucs quoi. C'était un peu le truc qui changeait dans cette franchise quoi. On se rend compte qu'il y a des corps vraiment, je trouve, qui souffrent. Et puis, toute cette sueur sur Daniel Craig, sur Mikkelsen. Donc, c'est qu'une table de poker dans la plupart du temps du film. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un truc assez osé, assez déviant presque. Après c'est vrai que Refn lui donne aussi pas mal de rôles dans ce style-là. Alors c'est vrai qu'il a notamment donc joué des personnages comme on disait un Junkie Toiler dans les Pushers, mais il y a aussi notamment le guerrier silencieux dans Valhalla Rising aussi qui lui a permis de donner un rôle assez exigeant selon lui, parce que finalement c'est un rôle très dur à porter, parce que venant du théâtre, donc forcément il tient beaucoup à la parole, et c'est un personnage qui est complètement muet dans ses films en plus, donc il doit travailler totalement sur le corps quoi. Et puis il est borgne, il me semble. Oui, il est borgne. Il joue One Eye. Encore un truc encore une balafre à l'œil. Mais en plus d'être un personnage muet, c'est un personnage extrêmement violent qui s'exprime que par ça en fait. Ouais. Encore une fois. Donc ça rejoint un peu quand même, c'est très différent de Casino Royale, mais ça rejoint cette violence quand même qui est là, quoi. C'est de l'action et tout, mais Refn a voulu en faire autre chose. C'est une violence en plus qui est presque gratuite en fait. Surtout dans ce totalement, parce que finalement il en devient une machine de guerre, donc qui est un prisonnier par des tribus, et qui finalement va servir de bestiole de combat en fait. Oui, il est là pour faire des paris en fait, comme un coq. C'est ça exactement. Alors c'est vrai que, comme je disais, il a fait également d'autres rôles qui sont beaucoup plus tendus, beaucoup plus sur des registres un peu plus durs, comme je disais donc La Chasse, qui est quand même un film extrêmement important dans sa carrière, parce qu'en plus jouer donc un auxiliaire de jardin d'enfants qui donc accusé de pédophilie, c'est quand même pas rien dans une carrière, et surtout dans la manière de le retranscrire. Et oui, donc du coup accusé à tort, parce que je cherchais le mot, merci, parce que c'est vrai que nous on est de son point de vue, c'est assez rare qu'il y ait ce genre de film de propos.
Et donc on sait voilà ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé plutôt que voilà que ça parle de mensonges ou d'une malincompréhension d'une enfant quoi. Voilà, c'est un film en plus qui donc jouer ça c'est quand même assez... Oui, c'est un film très dur et c'est un film très dur pour l'acteur, c'est un film très dur d'une manière générale. Et puis finalement Thomas Vinterberg arrive à maintenir un cap assez chaud à garder, donc un équilibre parfait sur la façon dont ne pas tomber dans le cliché, de ne pas tomber dans une quelconque on va dire facilité déconcertante sur un sujet aussi sensible, et surtout en fait la manière de juger en fait le principe de vindicte populaire, de jugement populaire en fait qui est surtout le centre et le cœur du film en fait. Ouais, c'est ça, c'est à l'image du titre effectivement, la chasse, c'est ouais, on va chasser un homme jusqu'à la fin du film quoi. Jusqu'à cette fin du film, jusqu'à cette fameuse scène de fin en fait. C'est ça, et c'est l'oppression, enfin ouais, l'oppression, comment ça entoure quelqu'un, on ce qu'elle brisait mentalement en fait. Ouais, oui, c'est voilà, ça, et comment c'est ça l'oppression. Le poursuit, donc c'est assez fort. C'est un personnage donc qui subit l'oppression donc sociale, physique et surtout psychologique. Bah, moi, le personnage vit dans une petite ville où tout le monde se connaît, donc dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde le sait. Et forcément, ça devient la bête. La bête noire. Voilà, tout à ça. fait. Ouais. Non, c'était assez fou ce film. Oui, c'est vrai. Et surtout, en fait, je trouve que c'est un acteur, Mads, donc qui profite beaucoup de son physique. C'est vrai qu'il a un visage assez atypique d'une certaine manière, mais un regard sombre. Mais c'est surtout ça en fait. Il a une gueule qui est reconnaissable entre mille en fait, et c'est pour ça que beaucoup de réalisateurs, notamment Hollywood, aussi le veut, pas seulement par sa carrure, par sa stature, mais aussi par son physique en fait, qui lui permet, je pense, d'arracher pas mal de rôles. Alors un des rares à pouvoir d'ailleurs, je trouve, à passer d'un film à un autre sans être trop rattaché à l'esprit du public, à un seul personnage, notamment dans les blockbusters en fait. Parce que finalement, quand on le voit, que ce soit dans Doctor Strange, qu'on le voit, que ce soit dans Les Animaux Fantastiques, on se dit pas, tiens, oui, ou le choc des Titans, tiens, on se dit pas, c'est c'est un tel ou un tel, on dit c'est Mads Mikkelsen. Non, ouais, on le reconnaît en fait tout de suite. Ouais, c'est ça. Tout autant le fait que bon après il y a les gens qui retiennent les noms des acteurs ou pas, mais tout autant qu'on l'a déjà vu, mais peut-être c'est moins vrai maintenant, mais on retenait pas forcément son nom avant, mais c'est vrai que voilà, on le voyait un peu partout. Ah ouais, lui, cette tête bizarre, on sait pas trop d'où il vient, est-il américain? Enfin, il y avait ce truc peut-être moins maintenant, parce qu'avec les séries et tout ça, il a quand même été... surtout avec la série Hannibal aussi, qu'il avait été bien propulsé aussi également. Visible, et c'est vrai que ça lui a conféré aussi pas mal de louanges là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un bon acteur, et d'ailleurs qui a toujours l'habitude de vivre au Danemark. Pour cette série, il est quand même parti à Toronto, donc pour profiter également de rester pleinement dans l'idée même de ce personnage. Mais c'est d'ailleurs, je trouve que il est aux antipodes en fait des acteurs caméléons, avec on va dire multitude de latex pour se transformer. Il a pas besoin en fait de ça. Il a pas vraiment travaillé son physique comme certains qui perdent des dizaines de kilos ou qui en reprennent pour rentrer dans un personnage, ou ni même vraiment changer sa coupe de cheveux ou quelque chose comme ça, alors que c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Ouais, il a jamais trop fait ça. Hein. Non. Et le chiffre, il est un peu sinistre. On dit tiens, même un peu moche. Et après, on se rend compte que la chasse aussi, je me rappelle de l'affiche, c'est vraiment une petite frange. Il a les cheveux un peu plaqués. Un peu plaqué en mode... c'est même pas seulement une frange qu'il a, c'est une coupe au bol absolument dégueulasse. Il a un petit canard. Non, mais c'est ça. En fait, je crois qu'ils essayent de le rendre un peu plus ordinaire. C'est ça. Et un peu plus moche, parce qu'il l'est pas vraiment. Les lunettes, la coupe de cheveux, c'est tout. Oui. Non, mais il y a toujours des petites touches qui correspondent par rapport à, on va dire, à la ressemblance de l'écriture du personnage. Même pour Riders of Justice, par exemple, de Anders Thomas Jensen, parce que finalement, donc il joue un personnage en fait dont sa femme vient de mourir suite à une explosion dans un train, donc qui est supposé être un accident, mais en fait par le biais d'autres personnes qui le contactent, lui expliquent que c'est possiblement en fait une attaque suite à des extrémistes d'extrême droite, des néo-nazis, voilà, d'extrême droite du pays, et du coup en fait lui va décider de se venger, et en plus comme c'est un ancien soldat, donc ils lui ont vraiment fait ce côté où il est cheveux rasés courts, la barbe, le côté un peu bourru en fait, parce que finalement c'est un acteur qui est on s'en rend pas compte, mais qui est un peu grand en fait aussi. Donc qui est très grand, oui. Comme tu parlais de stature, il a la stature en fait, et ça permet aussi de jouer là-dessus quoi. Mais il y en a pas, je recherche, il y a pas tant. Voilà, là effectivement avec ce côté borgne, mais voilà, même dans Rogue One, il a sa tête normale, j'ai envie de dire, il a pas tant de grime comme ça qu'a pu avoir un Johnny Depp à son époque faste.
À part quelques rôles où il a une perruque avec des cheveux longs comme Valhalla Rising, justement, voilà. Une affaire royale. Ouais, mais Royal Affair, à part les cheveux, c'est pas un crime. Voilà, c'est ça. Voilà, mais les deux seuls films où il est vraiment grimé, du coup, ça va être dans... que je dise pas de bêtises, dans Les Bouchers Verts. Ouais. Du coup, il a une calvitie. Et... Encore les cheveux. Son personnage, du coup, s'appelle Bjarne Lassueur. Enfin, c'est le nom qu'on lui donne. Et pour faire les scènes, il est obligé d'appuyer sur une poche pour transpirer constamment. Je me demande, Casino Royale aussi, je sais pas comment ils ont fait. Mais l'autre film où je pense qu'ils ont tamponné de l'éponge. Voilà. L'autre film où il est vraiment grimé, c'est vraiment dans Men and Chicken, toujours de Anders Thomas Jensen, où là, il a un bec de lièvre et un faux nez. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, il a un handicap physique, mais c'est le seul film en fait où il a raison, vraiment... tu vois, voilà, je pense pour la comédie, mais c'est vrai qu'il y en a pas tant. Donc on dit camélon, ça veut peut-être dire un peu un côté intérieur qui sait faire sans besoin d'atour. Il a pas tant que ça besoin de se transformer en fait. Après, ça peut être bien de se transformer, c'est pas ce que je dis quoi. Ça peut être intéressant et tout, mais là c'est vrai que lui, pour le coup, c'est plutôt exceptionnel en fait. Et voilà, arrive. Maintenant on le reconnaît, on va voir ses films limite pour lui, mais on croit au personnage quoi. C'est surtout ça parce que finalement en fait il arrive à insuffler quelque chose dans son personnage, pas seulement par le biais du trait physique, parce qu'il en a pas totalement besoin en fait. Et c'est surtout un acteur qui reste totalement impliqué en fait. Et d'ailleurs je reprends également l'exemple de Arctic de Joe Peña où en fait il joue donc Vegaard qui est un mec qui va survivre dans l'Antarctique quoi, qui est en vraie survie totale quoi. Donc en plus les conditions de tournage étaient à mon avis je pense particulièrement horribles. Ouais, mais c'est un film encore un film de silence. On parle du fait que voilà qu'il parle pas des fois pas beaucoup, mais Arctic il est tout seul pendant tout le film. Il grommelle exactement. Ouais, mais il y a quelqu'un qui est pas trop entre la vie et la mort. Ils peuvent pas échanger parce que l'autre personne elle est comateuse et ils ne parlent même pas la même langue. C'est ça, et du coup il est obligé de faire le dialogue et c'est ça, et je trouvais ça super intéressant. C'est quand même un film un peu de montagne, de crash, je sais pas comment on l'appelait, mais il était super intéressant pour ça, parce que du coup il est tout seul, il joue presque la montagne lui-même, il se marre parce il mange autre chose que du poisson, je crois. Enfin, il y a un truc avec la montre aussi, et en fait je pense que c'est presque un seul en scène. Je sais pas comment parler de ce film, mais voilà, c'est super intéressant pour ça, parce que je dis qu'est-ce qu'il a fait, il est sous un bonnet, il se les gèle, et voilà, vas-y tu joues. Mais non, mais c'est vrai, mais si on veut découvrir un acteur, on voit ce truc, ok. Il fait ça tout seul. Comment tu fais pour lui? Ouais, tu parlais de conditions extrêmes, mais pour lui, ça devait être génial à jouer. Je sais pas ce que t'en penses. Surtout qu'en fait, Mikkelsen est vraiment, on va dire, très loin de ce qu'on appelle la méthode Actors. Donc la méthode Actors, en fait, c'est même au-delà de ce qu'on peut appeler l'acteur studio, parce que finalement la méthode Actors, donc c'est-à-dire rester impliqué dans son personnage, même en dehors des tournages. Je pense qu'il s'en fiche lui. Oui, il s'en fiche totalement. Il y a il a une interview là-dessus. Pour lui, en fait, c'est se plonger en fait exagérément dans la préparation d'un rôle en fait, et ne pas en sortir entre les prises. C'est ce qu'on appelle finalement la méthode Actors. Lui, il en est vraiment très loin de ça. Dans une interview, il a notamment dit donc on parle de préparation, mais ça peut amener à la folie. Si c'est pour un film pourri, vous croyez avoir accompli quoi au final? Suis-je impressionné parce que vous n'êtes jamais sorti de votre personnage, ou vous auriez dû le faire dès le début? Et comment en fait vous allez faire pour vous préparer pour jouer un serial killer? Vous allez passer 2 ans à préparer un meurtre. Donc voilà, pour lui c'est totalement ridicule, et c'est vrai en fait d'une certaine manière. Et du coup forcément on peut penser à des acteurs comme Jared Leto, Daniel Day-Lewis qui sont des vrais méthodes actors. Et d'ailleurs ça s'est bien encore vu avec Jared Leto. Il y a encore pas mal d'histoires qui sont sorties durant son film Morbius. Je crois qu'il a harcelé d'autres acteurs pour rester dans son personnage. Oui, tant qu'à faire, autant être non, ça c'était pour le Suicide Squad, oui. Et il apparemment il envoyait des rats morts et des têtes de cochon. Ah oui, c'est marrant. Voilà, parce que c'est rigolo, tu vois, c'est le Joker. Le Joker fait ça comme d'habitude. Mais dans le même style, il y avait Jim Carrey pendant le tournage de Man on the Moon, il restait H24 dans son personnage et ça a rendu fou Milos Forman qui voulait plus du tout travailler avec lui. Oui, d'ailleurs, je vous conseille de voir le documentaire. C'est vrai que c'est en plus un très très intéressant là-dessus, parce qu'en fait pour Jim Handy. Jim Carrey, Jim Handy. Jim Carrey en fait avait carrément, pour lui, il était possédé en fait par Andy Kaufman, par l'esprit d'Andy Kaufman. Lui, il ne contrôlait plus son corps, c'était Andy Kaufman qui contrôlait son corps.
Donc Après, et par moment vous avez carrément Milos Forman, donc qui est vainqueur de quand même de plusieurs Oscars et compagnie, qui vient le voir, qui le supplie, s'il te plaît, qu'on le fasse à ma propre vision. Donc vous imaginez même pas à quel point ça peut être extrêmement perturbant pour un réalisateur, mais également pour toute l'équipe de tournage. Et bien évidemment, Mikkelsen passe au-delà de ça, quoi. Oui, après il y a ce côté, on peut, tu vois, je pense s'isoler si le rôle est dur ou si tu veux te mettre, je pense que voilà, ça appartient à chaque acteur. Tu peux par exemple, ne pas forcément côtoyer tes personnages dans le personnage. C'est ça, mais pas forcément vivre pendant 3 mois avec des moutons comme Daniel Day-Lewis, quoi. Voilà. Mais je pense que Mikkelsen, il est très droit dans ses bottes. C'est surtout très intéressant. Pas forcément. C'est surtout très intéressant, comme je le disais, avec le passage de l'interview dont j'ai cité, en parlant de serial killer, parce qu'il en a quand même joué aussi, notamment, il a notamment joué Hannibal. Donc pour lui, la préparation peut amener à la folie. Oui. C'est une vision aussi très propre de la chose, quoi. Ouais. C'est une vision même peut-être très très saine et plus théâtrale que très on va dire contemporaine pour certains, en fait. Spectacle un peu plus côté moins danse spectacle, qu'il a eu avant. Plus théâtral. Voilà, je pense que c'est surtout ça, en fait, que l'on retrouve en fait dans cette méthode là, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, comme je le disais, il joue également les méchants, donc c'est très intéressant parce que c'est pas seulement pour on va dire pour prendre le cachet Hollywood ou autre, peut-être après que les Animaux Fantastiques, je ne sais pas. Il a quand même dit qu'il l'a fait aussi parce que ses enfants regardaient Harry Potter. Mais c'est vrai qu'en fait pour lui, en fait, sa motivation, c'est également en fait de pousser le spectateur et donc pas seulement lui-même à savoir pourquoi son personnage agit ainsi. Et c'est vrai que finalement, de ce que j'ai compris, c'est un travail qu'il a mis en avant plus que Johnny Depp pour les Animaux Fantastiques, par exemple. Après, je n'ai pas vu le film, donc je peux pas en dire plus. Mais c'est vrai que quand on le voit, notamment dans certains autres Marvel, notamment Doctor Strange, il y a toujours un peu ce petite pointe-là, en fait. Cette volonté aussi de montrer pas une part d'humanité, mais une part de motivation. Ouais, c'est ça. Et puis un vrai personnage, hein. Je pense qu'à chaque fois, ça l'intéresse pas, sinon... Je crois. De le travailler. Ouais, enfin, je pense que voilà, il est là pour... un intérêt de personnage quand même scénaristique un minimum. À part les quelques comédies de Thomas Hiddleston, j'ai l'impression qu'il est toujours sur un personnage qui subit toujours une sorte de brisure mentale ou familiale. C'est assez intéressant de revoir. Même dans les drames historiques, en fait, il y a toujours ce désespoir. Il y a toujours une question de deuil, oui. C'est vrai que tu dis, je viens de Royal Affair, c'est bon. Michael Colas aussi. Il y a des deuils, il y a des choses à arranger. Rider of the Justice, c'est pareil. En fait, il y a toujours presque une volonté de vengeance, Drunk, en fait. Bien dans les Pusher aussi. Il y a des choses à réparer. Ouais, tout à fait. Voilà, là, je me rappelle plus trop. Surtout Pusher 2 est un film encore un peu plus dur parce qu'en fait, lui, donc, c'est un personnage qui apprend sa paternité. C'est un personnage, donc, qui va vouloir essayer à ce que son gosse s'en sorte, contrairement à lui et à son ex-femme qui est également aussi complètement camée. Donc en fait il va essayer de sortir ce gamin de ce pétrin là, mais forcément rien n'arrive comme prévu, quoi. Non, mais et puis il joue formidablement ça, la faille, ouais, comme tu dis, effectivement, ce truc un peu un peu fin, Drunk, voilà, je trouve c'est à l'apogée. On le connaissait déjà beaucoup et il a rejoué ça superbement, quoi, un truc de faussement comique. On aurait pu, voilà, je me rappelle d'une amie qui m'a dit mais je croyais que c'était une comédie, moi, Drunk, sur l'alcool. Oui, non, accroche-toi côté existentiel, voilà, enfin côté recherche existentielle. Ouais, surtout que Winterberg a toujours mis toujours une petite pincée, en fait, de ce côté soit réaliste. Alors c'est vrai qu'avec le Dogme 93, donc qui est une habitude du cinéma danois qu'il avait utilisé pour Festen, qu'il ne l'a pas utilisé après avec La Chasse et notamment aussi Drunk, mais qui montre toujours quelque chose de très intéressant. C'est chez Winterberg, en fait, il y a toujours une thématique où il y a toujours quelque chose d'existentialisme, en fait, de très intéressant. Je sais pas quoi en dire, mais ouais, il fouille un peu des côtés beaux et moches de l'humain, je trouve. Les côtés beaux et moches, il veut toujours aussi montrer pas moche dans le sens douloureux, des fois, douloureux et beau. Drunk, c'est ça. Et surtout, on va dire, dans la sphère familiale, il y a toujours un problème dans la sphère familiale. Famille, il aime donc bien dans faire Festen, c'est carrément le dîner familial qui vire au cauchemar. On a donc dans La Chasse le personnage principal donc qui est accusé, mais entre-temps, il veut quand même relier son enfin il veut renouer avec son fils qui est donc qui vit chez son ex-femme. Il y a aussi également donc dans Drunk cette crise existentialiste, donc les quinquas qui sont en train de se dire notre vie aurait pu être meilleure, mais finalement ça rien ne va non plus, mais on aime quand même ce qui arrive dans notre famille. Donc il y a toujours ce côté très 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 alambiqué, très
très doux amer en fait. Ouais, c'est ça, lumineux et sombre. Parce que c'est vrai que de rien qu'on pourrait penser que c'est une comédie, mais non, c'est totalement doux amer. Ouais, je pense que ce côté-là, en fait, on le retrouve également dans Riders of Justice. On pourrait s'attendre, du fait du réalisateur et de ce que c'est de base, à une comédie. Mais en fait, le personnage joué par Madsen, c'est quelqu'un d'extrêmement dur. Il est pas proche de sa fille, il la connaît pas du tout, en fait. Non, ouais, et suite à SDC, en fait, il faut qu'il affronte, en fait, ce qui se passe. Et c'est du fait, en fait, qu'on lui dise qu'en fait que l'accident de sa femme n'en était peut-être pas un, qu'en fait il décide de se venger en quelque sorte, et c'est encore au final quand il comprend que c'est pas le cas, là il fond en sanglots, en larmes, et il accepte en fait la mort enfin de sa femme. C'est ça. Et ça, j'ai vu quand même pas mal de films avec Madsen, mais en fait étonnamment je trouve que ça a été pour moi le moment le plus dur en fait de Madsen, parce que c'est la première fois que je le voyais vraiment pleurer comme ça, quoi. Surtout qu'il est très intéressant dans cette manière d'aborder la chose en fait, Riders of Justice, parce que il y a toute on va dire c'est presque un film méta sur la psychanalyse, parce qu'en fait tous ces personnages en fait à côté donc qui interviennent, donc qui sont des cracks en informatique, il y en a un qui est un spécialiste de l'algorithme qui lui explique en fait que cet accident n'est pas vraiment un accident, une coïncidence, rien n'est un hasard. Voilà, et en fait ils se retrouvent tous à faire leur propre psychanalyse à un moment donné, et je trouve ça assez fantastique que ça arrive en 3/4 du film en plus à peu près, donc et presque à un moment crucial en fait dans ce qui va arriver par la suite, et ça montre aussi à quel point c'est à ce moment-là que le personnage de Mads Mikkelsen doit aussi comprendre la douleur de la perte de sa femme en fait, parce que c'est quelque chose qui le refute de bout en bout en fait. En fait il s'ouvre pas aux autres, et c'est avec ça qu'il va y arriver en fait. Ce que vous dites sur ce film me rappelle Drunk aussi, parce que c'est côté psychanalyse on est pas mal, et thérapie de groupe, parce qu'en plus c'est un groupe d'amis, et ce truc de recherche d'alcoolémie dans le sang, voir ce qu'on va faire. Oui, ça cherche aussi comment toi tu réagis si t'as moins de, chercher ses limites aussi. Moins de. Surtout quand on voit en plus Drunk, le côté thérapie de groupe, on peut quasiment également le voir au tout début de la chasse de Winterberg, parce que finalement c'est tout un groupe d'amis qui part chasser en fait. D'accord. Et qui reste soudés malgré tout. Et puis de toute façon t'as ce truc de groupe dans la chasse, c'est parce que dans la chasse en fait, la chasse c'est pas juste un sport, c'est en fait une activité festive, c'est transformer en fait l'adolescence, parce qu'à chaque fois c'est un passage à l'âge adulte. C'est un passage à l'âge adulte où les hommes donnent leurs armes aux jeunes garçons pour qu'ils deviennent des hommes le jour-là. D'où la fin où le personnage de Mads Mikkelsen donne à son fils Marcus l'arme du grand-père. Voilà, et puis c'est les hommes contre les hommes, le côté la chasse, hommes-animaux, non, là, dans la chasse de Winterberg, effectivement. Et c'est des hommes qui se confrontent dans pas mal de films. C'est intéressant de rapprocher ce genre de film dans sa filmo, parce que je trouve qu'il il a ce talent pour dire l'humain aussi, et alors qu'il sait aussi faire les trucs comme les mousquetaires, ou je sais plus ce qu'il a fait. Non mais le nom m'échappe du. Oui, Paul Thomas Anderson, Paul W. Anderson. Les trois mousquetaires. Je sais plus c'est lequel. Enfin il a la carapace, il peut faire un truc un peu plus moins sensible, et. C'est bien simple, Charlotte. Est-ce que dans ce film il y avait Mila Jovovich? Je me rappelle plus, Roland. Donc oui, il y a c'est Paul W. Sanderson dedans qui le réalise. Ça m'échappe. Bon, on a quand même parlé de La Chasse, donc pour le coup, on va faire une petite pause bio de ce film, La Chasse, Moondance de Van Morrison. Et voilà, donc c'était un morceau issu du film La Chasse, et je peux vous dire que c'est le morceau le plus heureux du film. Je sais pas si c'est à l'image du film. Mais... Non, pas vraiment, mais ça permettait d'être un peu chill pour l'émission, car on va donc terminer notre émission sur Mads Mikkelsen avec un petit tour de table. Donc, quel rôle de Mads Mikkelsen retenez-vous le plus? Qui veut commencer? C'est dur. Allez, je me lance. Ouais, vas-y, Charlotte. Là, j'ai sa filmo devant moi, et c'est vrai que c'est difficile parce que moi, c'est un de mes acteurs dans mon top 5, c'est sûr. Mais même objectivement, choisir un film, c'est assez difficile parce que je trouve on l'a découvert, comme on a dit pendant l'émission. On l'a vu muter sans qu'il mute physiquement et tout ça. C'est ça. Et à chaque fois, il est en tout cas, il fait se déplacer en salle, mais il est assez. Ouais, à chaque fois il y a un truc nouveau, donc voilà, je vais peut-être ressortir. C'est vrai que c'est marrant parce que quand j'y repense, quand on le voit même dans les derniers blockbusters hollywoodiens, en fait, ses cheveux c'est les mêmes, ils sont grisonnants. Oui, les cheveux, on parle beaucoup de. Parce qu'on pourrait dire tiens, Hollywood, il pourrait lui mettre les cheveux blonds là, comme Johnny Depp ou autre. Ouais, mais non, parce que j'ai envie de dire, et Rogue One, des gens avaient dit il sert à rien, ou enfin.
Mais son rôle était pas inintéressant, c'était sympa qu'il joue cette figure paternelle, du coup, qui se trompe un peu de chemin vers le côté obscur. Enfin bref, je trouve. Dark Vador presque, hein, il ébauche des plans pour lui, à ce que j'ai compris. Bon, du coup, non, je vais peut-être reparler de mini-moments des films de lui que je retiendrai. Par exemple, là, j'ai Coco Chanel et Igor Stravinsky. J'ai cru que t'allais parler de Polar, mais... Ah, ouais, bah, écoute... Non, bizarrement, c'est mauvais, je les retiens pas. Ah oui. Non, Coco Chanel, le film est pas formidable non plus, mais moi, j'ai cette scène qui me revient, où, du coup, première fois qu'il voit Coco Chanel, interprétée par Anna Bloom-Glalis, il la dévisage, mais genre... voilà. Bah, j'ai l'impression qu'il fait ça un peu dans tous les films quand il rencontre un personnage. Écoute, je sais pas, parce que franchement, cette scène-là, tu vois, je me souviens pas trop du film, mais voilà, il la déshabille du regard, vraiment l'expression est là. Je trouve ça, enfin voilà, une facette de lui. Après, alors Royal Affair, moi j'aime beaucoup ce film. C'est un très beau film. Très très beau film, tellement émouvant et dans lequel ils se font, mais d'une manière. Alors c'est du coup, trio amoureux, on va dire, avec le roi, le docteur royal, c'est lui, et Alicia Vikander. Les trois sont géniaux. Celui qui joue le roi, c'est Michael Beaufolsgaard. Merci. Voilà, je voulais pas me tromper parce que c'est excellent acteur. Qui date également de 2012, hein, donc grosse année pour lui. Hein. Mais c'est ça, et on le découvrait, voilà, coup à coup, coup sur coup, avec plusieurs films comme ça, et celui-là tellement émouvant, et puis, le scénario est assez malin aussi, et puis personne, il y a ce roi, il y a cette histoire d'amour entre le docteur et la reine, du coup, mais donc il y a pas de jugement, enfin les trois ont leur place, c'est assez formidable comme film, mais lui est extrêmement, à un tellement beau niveau. Alors La Chasse, bien sûr, moi c'est un des films qui m'a fait sortir, j'ai été le voir toute seule. Et je suis sortie du film angoissée, comme le personnage, quoi. Donc ça vaut effectivement pas que pour lui, mais c'est un des films qui m'a fait un peu le plus d'effet. Donc je le retiendrai pour l'aura qu'il a eu et puis effectivement cette capacité à être dans un rôle comme celui-là, assez fou, assez dur. Comment tu peux jouer ça? Enfin bref. Donc La Chasse, forcément. Michael Colas. Donc voilà, encore un film qui est pas parfait, mais j'avais eu tellement de joie à le voir dans un film français. Très autoriste et tout ça. Hein? Très autoriste où il dit 3 mots. Mais voilà, j'en ai déjà parlé, mais je retiens ce plan de fin, mais que t'es quand même. Il y a pas que ça que j'ai reproché d'ailleurs. Ouais. La belle lumière, comment il a joué avec des... C'est ce que j'allais reprocher d'ailleurs. En tout cas, certains films, tu vois, je me rappelle, en tout cas, ce plan de fin coupé, c'est pas un vrai plan séquence, mais où il va se faire oui, cette fameuse fin, en fait, qu'il a enfin son jugement, mais en fait, forcément, suite à la révolte qu'il a créée, en fait, lui aussi, il va se faire juger, quoi. C'est ça, il se fait juger et c'est un gros plan, donc vraiment coupé au ras du cou, quoi, le cou qui va se faire couper. Et c'est assez formidable et je crois qu'il a les yeux au bord des larmes, enfin, ça m'a marqué, je crois, à vie, même si effectivement le reste du film, peut-être qu'on l'oublie un peu, mais lui était assez formidable. The Salvation, par exemple, je n'en parlerai pas, hein. Je l'ai vu à Cannes, mais c'était pas mémorable. Et j'étais contente de voir Matt. Et puis, je vais pas m'éterniser. Oui, Arctic, moi, du coup, j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup ce film. Parce que du coup, et puis, il y a plein de choses d'explorer et je trouve ça assez formidable en termes de film. Je sais pas, film catastrophe qui repose sur un corps dans la neige. Et quand c'est Mikkelsen, c'est assez intéressant. Donc, moi, c'est un de mes préférés aussi de lui. Et je voulais terminer. Casino Royale, j'en ai déjà parlé. Et de toute façon, je terminerai par Drunk. 2020, en plus, année tellement bizarre. On l'a vu 2 fois au cinéma parce que c'est un film qui est ressorti au moment des salles. Je trouve ça tellement beau. Et je trouve que c'est presque l'apogée. Enfin, après, il fera encore d'autres choses superbes, je pense. Mais Drunk a remis en place plein de choses. Je trouve que le scénario, le film, je trouve formidable, effectivement lumineux et sombre à la fois. Il est tellement beau. Tous les acteurs sont formidables de toute façon. Il y a pas que lui, mais je trouve que dans sa filmo, il retrouvait la danse, il retrouvait l'émotion, les larmes, la famille, la société, enfin le Danemark, plein de choses. Mais Drunk, je trouve, je le garde en dernier choc. Retrouvailles avec Mikkelsen, mais formidable film. Formidable acteur. Merci Charlotte. Elias, quel est le rôle que je retiens avec Mikkelsen, ça doit être celui de Ivan, où il joue un pasteur dans Les Pommes d'Adam.
Donc Adam Zappal, ouais. Du coup, il est face à Ulrich Thomson qui joue un néo-nazi qui sort de prison. Mikkelsen tient une église, mais qui sert de maison de réhabilitation. Et en fait, le personnage de Ivan a été abusé toute sa vie, que ce soit bien physiquement par son père, mais le décès de sa femme, le handicap de son fils. Et son personnage est dans le déni complet. Et ce qui va se passer, c'est que le personnage de Thomson, joué par Ulrich Thomson, en fait, va le pousser à bout jusqu'à... en fait, remettre en question toute sa croyance divine, sa foi, jusqu'à le casser. Et j'adore ce film. En fait, c'est une très belle fable sur la religion et sur... c'est directement mis en avant dans le film, mais en fait, ça parle vraiment du livre de Job. Et c'est mon film préféré, je crois, avec Madsen, et il me fait extrêmement rire. C'est un film très dur, assez violent, mais c'est tellement drôle. Et en fait, j'adore l'univers de Anders Thomas Jensen, mais c'est vraiment celui que je préfère. Et je le recommande. Voilà. Oui, écoutez, chers auditeurs, vous le regardez très rapidement. Alors, c'est vrai que pour ma part, Mikkelsen, c'est vrai que je retiens surtout sa performance. Trop lent. Oui, voilà. Je vais faire une blague, mais je vais la trouver. Voilà, parfait, très bien. Après, je dis rien, c'est James Mangold derrière, mais bon, hein. Ah oui, pardon, j'avais oublié ce détail. Après, on sait très bien que le président, c'est une fille brague. Mais bon, c'est vrai que là, ce que j'aime bien quand même avec cet acteur, c'est que il est capable en fait d'avoir des moments en fait puissant en termes émotionnels. Dans La Chasse, cette fameuse scène de veille de Noël dans l'église, je la trouve absolument magnifique et merveilleuse et puissante en fait. La façon dont il arrive de montrer qu'il se bat enfin parce qu'en fait finalement montrer sa présence, c'était un peu sa façon de se battre en fait contre l'accusation qui est déméritée contre lui. Et cette façon d'aller à la veille de l'église et finalement de se retourner contre le père de la gamine qui l'accuse, qui est quand même son meilleur ami, qui va carrément jusqu'à le frapper en fait pour montrer toute la folie qui se déroule entre les deux. Il y a quelque chose de tellement puissant en fait, de tellement incroyable. Et notamment le regard qui est porté par tout le monde en fait sur cette séquence là quoi. Après Drunk aussi forcément je retiens également la séquence de fin de danse qui est absolument merveilleuse et qui montre finalement tout le talent artistique de ce gars là. Mais j'ai envie de retenir aussi également un autre médium en fait, parce que Mikkelsen a également joué dans un jeu vidéo qui s'appelle Death Stranding de Hideo Kojima qui est peut-être le plus cinéphile et le plus cinéaste de tous les directeurs de jeux vidéo, et c'était marrant de la façon dont Mikkelsen en fait a travaillé ce qu'on appelle la performance capture, parce que finalement les acteurs maintenant peuvent être incarnés dans des jeux vidéo via des performances capture, donc c'est-à-dire qu'on retient tous les mouvements du corps mais également les mouvements d'expression les mouvements d'expression faciale, et pour lui en fait, donc je le cite dans une interview, le processus était étrange parce que évidemment il n'y a rien, nous devions tous jouer à partir de rien, c'est ça le motion capture, c'est ça le mocap, et c'est à l'opposé donc de ce que nous sommes supposés jouer en tant qu'acteur. Si vous interagissez avec quelqu'un, vous le voyez et vous pouvez le prendre dans vos bras, mais dans le cas présent je devais accepter le fait que les caméras allaient ajouter le reste de la scène. Aussi longtemps que nous donnions de telles émotions, les caméras ajouteront le reste, mais cela est si difficile pour un acteur de l'accepter. Nous sommes fondamentalement des gens avides de feedback, et là en fait nous portons juste des combinaisons et nous courons partout. C'était assez marrant, mais c'est comparable finalement au cours d'art dramatique. On monte sur scène, on improvise, voilà ce qui arrive, ne le remets pas en question. Et je trouve qu'en fait ça montre à quel point aussi c'est un acteur qui arrive à travailler avec tout le monde en fait. Parce que finalement, c'est aussi ça la façon d'être un vrai acteur, d'être un très bon acteur. C'est la façon de travailler à la façon du réalisateur aussi derrière là-dessus. Eh ben écoutez, donc on va terminer l'émission donc de Mads Mikkelsen avec le morceau issu de Drunk, donc What a Life de Scarlet Pleasure. Merci Alias, merci Charlotte pour cette émission, merci Tom à la régie, et donc on revient la semaine prochaine, cette fois-ci pour un réalisateur, Guillermo del Toro. Ciao tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org